effectivement maintenant nous intéresser à un autre texte réglementaire qui s'annonce très structurant pour la filière, pour toutes les filières. Donc c'est la fameuse RE 2020. Dont la publication des textes est imminente et pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Donc, le principal bouleversement de ce texte, c'est qu'il introduit des notions environnementales, là où jusqu'ici les réglementations thermiques se focalisaient sur des problématiques énergétiques. C'est une évolution importante pour bon nombre d'ingénieurs, techniciens du milieu qui vont sans doute devoir se former et monter en compétence sur certains aspects. C'est d'ailleurs le sujet principal de cette table ronde, voir comment les différentes filières s'adaptent et quels sont les outils d'accompagnement. Dans un premier temps, je vais accueillir Nathalie Chang donc du bureau d'études Tribu Énergie, représentant également la ICVF, qui va nous présenter les principaux changements introduits donc par cette RE20. Merci Faustine, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement partager mon écran et voilà, vous présenter. Alors, vous le voyez bien en plein écran, hein, pas en mode... Alors, donc effectivement, donc la RE 2020, il faut savoir qu'elle s'inscrit donc dans la stratégie nationale bas carbone qui vise à 2050 que la France soit neutre en carbone, c'est-à-dire que ses émissions ne dépassent pas sa capacité d'absorption. Les textes réglementaires vont être relativement nombreux autour de cette future réglementation, puisque nous allons avoir les textes relatifs aux exigences avec le décret et plusieurs arrêtés, les textes autour des méthodes de calcul, les méthodes environnementales, les méthodes énergétiques et puis sur l'enveloppe, les données environnementales qui vont statuer par exemple des modes de vérification, et puis les textes sur les attestations. Donc voilà, grand sujet également, puisqu'une réglementation n'a de sens que si elle est appliquée. Alors, donc là, en fait, là, normalement, les textes ne sont pas encore publiés, les textes attestations sont uniquement passés au C2E, mais aujourd'hui, bon, voilà, il est prévu qu'on maintienne l'attestation en phase PC avec toujours un affichage du BBio complété par un affichage des degrés-heures et un engagement du maître d'ouvrage à faire réaliser une étude ACV, mais bien entendu, pas d'étude ACV qui serait faite avant le permis de construire. Et en fin de chantier, eh bien, l'attestation de fin de chantier qui sera étendue au sujet du carbone, mais tout en restant quand même raisonnable en matière de vérification. Néanmoins, se pose quand même un problème, c'est-à-dire que si au niveau réglementaire, on a deux étapes clés, le PC et la fin de chantier, il n'en reste pas moins que si on veut atteindre les objectifs très ambitieux de cette future RE 2020, il faudra bien réaliser des études tout au long de la conduite d'un projet, et notamment la question, donc ça veut dire effectivement une mission complémentaire sur la CV, et une grande question qui va se retrouver avec la patate chaude de faire l'étude ACV en phase chantier. Aujourd'hui, l'étude thermique est refilée à l'entreprise CVC, mais est-ce que c'est bien raisonnable de donner la mise à jour de l'étude ACV au plombier chauffagiste qui parfois intervient alors que l'entreprise structure ou VRD n'est plus du tout là. Donc là, il y a un véritable changement à opérer de manière à ce que l'étude tout au long du chantier soit réalisée par un acteur qui soit présent, qui récupère toutes les informations. Alors, est-ce que c'est le bureau d'études de conception? Ça serait l'idéal, mais la question, en tout cas, se pose. Les dates d'application, bon, voilà, toujours quelques incertitudes. Nous attendons de manière imminente le premier arrêté qui concernera les maisons et les immeubles collectifs pour une application au 1er janvier 2022.
Bureau et enseignement primaire et secondaire, bien là aussi, on espère que les textes seront publiés d'ici la fin de l'année pour une application au premier semestre 2022. Et les autres tertiaires, eh bien là, ça devrait être repoussé beaucoup plus tard, avec une publication des textes qui pourrait difficilement avoir lieu avant 2023. Et donc, une application, si on prend 6 mois après, sûrement plutôt 2024. Donc, on va avoir vraiment un échelonnage au niveau de cette réglementation. Les 3 thèmes donc, de cette ERE 2020, eh bien, nous avons l'énergie, le carbone et le confort d'été. Ces thèmes qui ont été défendus dans les 2 communiqués de presse de nos ministres. Mais effectivement, la RE 2020, c'est pas mal de changements. C'est beaucoup de changements, avec notamment les surfaces de référence, la SRT qui disparaît désormais, on utilisera la surface habitable en logement et la surface utile pour les autres usages, des besoins de foi qui seront comptés systématiquement dans le BBio, des indicateurs énergie qui vont être complétés. Le CEP sera complété par un CEPNR pour valoriser les énergies renouvelables, et les usages, les 5 usages de l'RT 2012 vont eux aussi être complétés avec les consommations des parkings, l'éclairage des parties communes et puis tout ce qui est lié au déplacement des occupants. L'autre grande nouveauté, c'est que l'électricité produite, malheureusement, voilà, tout ce qui sera lié à l'export sera prix égal à 0. On ne pourra valoriser que ce qui sera concomitant entre la production et la consommation. Les autres nouveautés, ce sont bien entendu les indicateurs carbone qu'on va revoir tout à l'heure, et notamment la prise en compte dans le carbone d'une méthode d'ACV dynamique, alors que dans le label EPC-, on était en ACV statique. Donc, l'ARE 2020, ce sont des exigences de résultats et plus complétées par des exigences de moyens. Sauf que les exigences de résultats en RT 2012, elles étaient, il y en avait 3, et aujourd'hui, nous en avons 6. Ça va donc nous obliger à raisonner en 6 dimensions, puisque effectivement, le fait de bouger un curseur peut avoir des incidences sur les autres, donc ce n'est pas du tout neutre. En matière d'énergie, on a le BBio pour les besoins bioclimatiques, le CEP pour les consommations d'énergie primaire, le CEPNR pour les consommations d'énergie primaire non renouvelables. Et puis à cheval, il y a le IC énergie, puisque l'impact carbone des énergies, puisque finalement, il s'appuie sur la méthode de calcul liée à l'énergie. Il a les mêmes quotients de modulation, mais effectivement, c'est un impact carbone. Et donc, l'autre grande nouveauté, c'est le IC construction, qui va être l'impact carbone des matériaux, des équipements et du chantier. Avec la dernière nouveauté, la TIC qui part à la poubelle pour être remplacée par un nouvel indicateur qui est le DH, qui signifie degré heure, pour un nombre d'heures d'un confort estival. Les exigences de moyens, je ne vais pas m'attarder dessus. Elles sont majoritairement conservées avec quelques petites subtilités que je n'ai pas le temps de développer en un quart d'heure. La nouveauté, c'est l'obligation de vérifier le système de ventilation dans les logements à la réception. Donc, notre coefficient, BBio, comme je vous le disais, comme dans l'article 2012, il y a du chaud, du froid et de l'éclairage, mais le froid, désormais, va être compté systématiquement. On a des valeurs pivots que sont 63 points en maison, 65 points en immeuble collectif, et des coefficients de modulation que sont la géographie, la présence de combles, la surface moyenne, la surface du bâtiment et l'exposition au bruit. Ce qui est important, parce qu'il y a eu dans la presse quelques fausses rumeurs qui ont circulé, qui disaient que le BBio, le CEP, la RE 2020, c'était un retour en arrière. Donc ça, ce sont vraiment des gens qui ne connaissent pas le sujet, qui ont propagé ces bruits complètement faux. Le BBio et le CEP, certes, ont augmenté, mais c'est tout à fait normal, étant donné
qu'il y a plein de choses qui ont changé. Il y a notamment les surfaces de référence. Vous voyez que la CHAB, utiliser de la CHAB au lieu de l'ancienne ESRT, on a 20 à 30% d'écart entre deux bâtiments. Donc, c'est normal qu'avec un dénominateur plus faible, on augmente la valeur. Les fichiers météo ont évolué puisqu'on a désormais, bon voilà, il y a une évolution des fichiers météo et puis il y a également la méthode de calcul qui a un petit peu bougé, qui fait qu'on a des besoins d'eau chaude plus élevés, des besoins d'eau chaude sanitaire plus faibles. Le CEP, donc, comme je vous disais, a intégré donc, des nouvelles composantes. On a effectivement des coefficients de modulation avec les valeurs pivots 75 et 85. Et la petite nouveauté, c'est l'électricité qui passe d'un coefficient de conversion de 2,58 à 2,3. Le CEPNR, donc avec son objectif de vraiment favoriser la mise en place d'énergies renouvelables. Donc là, vous voyez que les valeurs sont abaissées à 55 et 70. Et là, on retrouve un petit peu le principe qu'on avait dans le bilan BPOS, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 0 tout ce qui est biomasse et par 1 moins le taux d'ENR, tout ce qui va, les réseaux de chaleur urbains, notamment vertueux. L'EIC Énergie, quant à lui, eh bien, on a un seuil dès 2022 qui va être très exigeant sur les maisons individuelles, avec une volonté de sortir l'énergie gaz seule des constructions neuves. Pour les immeubles collectifs, il y a un calendrier beaucoup plus progressif, qui sera en 2025, et pour les réseaux de chaleur, c'est là où ce sera un petit peu plus progressif pour laisser le temps aux réseaux de chaleur de se verdir. La nouveauté par rapport au label E+, c'est moins, eh bien, c'est l'électricité qui est passée de 210 grammes à 79 grammes en équivalent CO2 par kilowattheure pour l'électricité de chauffage, donc à cause d'un changement de méthode, puisqu'on est passé d'une méthode saisonnière à une méthode annualisée. En synthèse, pour un immeuble collectif, c'est vrai qu'en 2022-2025, on a à peu près toutes les solutions qui passent. Bon, parfois, petite précaution sur les chaudières gaz collectives qui nécessitent parfois du renforcement ou alors une meilleure isolation des réseaux de bouclage. Bon, pour l'eau chaude, l'effet Joule plus CET, les choses sont un petit peu plus corsées. Il faut vraiment faire d'énormes renforcements pour pouvoir respecter le CEPNR. Et en 2025, c'est clair que les solutions, alors gaz individuel, gaz collectif, ne pourront plus, telles qu'elles sont aujourd'hui, en tout cas, respecter les exigences. Alors, déception, parce que le gaz plus solaire, aujourd'hui, les premières simulations ne sont pas très optimistes pour la filière du solaire thermique. Ce sont plutôt des systèmes couplés avec des pompes à chaleur qui permettront de respecter les exigences au-delà de 2025. Concernant l'exigence carbone, donc on a notre IC composant qui va donc être la somme de l'impact carbone de la construction liée aux matériaux et aux équipements et de l'impact carbone du chantier. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est toujours sur une durée de vie de 50 ans. Donc, le modélisateur, lui, il va récupérer toutes les quantités des matériaux. Il va multiplier ça par des données environnementales qui viennent de la base de données INES. Et on va avoir un coefficient multiplicateur lié à ce qu'on appelle le facteur d'adaptation du bâtiment. Et dans ce facteur d'adaptation, on trouve le renouvellement, par exemple, un matériau qu'on doit renouveler tous les 15 ans, une pondération dynamique dont je vais vous parler, puis des affectations multi-bâtiments et d'autoconsommation. Et c'est ce qui va nous donner l'impact carbone de la construction. Alors,
ACV statique, dynamique, voilà, il y a eu beaucoup de débats dans la presse professionnelle. Donc, le principe de l'ACV dynamique, c'est de dire que plus une émission a lieu tôt, plus son impact est important. Et plus elle est tardive, plus son impact est faible. Donc, la pondération dynamique, en fait, eh bien, elle va se faire selon cette courbe. C'est-à-dire que si on remplace un matériel au bout de 15 ans, on appliquera un coefficient correctif de 0,9. Au bout de 30 ans, on appliquera un coefficient correctif de 0,8 et ainsi de suite, donc pour prendre en compte cette atténuation. Ce mode de principe est très favorable à tous les matériaux, notamment biosourcés, qui effectivement intègrent un stockage temporaire du carbone, puisqu'on va considérer que le carbone qu'ils vont relarguer en fin de vie aura un impact moindre par rapport au carbone qui aura été absorbé pendant leur croissance, notamment pour le bois. Donc, ces constructions, donc on a des coefficients de modulation qui dépendent de plusieurs critères que je n'ai pas le temps de développer. Ce qui est important, c'est que les exigences vont être progressives. Donc, de 2022, on a un premier saut 2022, deuxième 2025, ensuite 2028 et 2031. Donc, il y a une très forte volonté de réduire les émissions carbone des bâtiments, avec néanmoins quand même la notion de clause de revoyure qui est prévue au cas où on n'arrive pas à réaliser. Puisque aujourd'hui, honnêtement, nous, tous les tests qu'on a pu faire, le niveau 2031, on n'y arrive pas. Même avec des bâtiments ultra performants, c'est quand même des seuils qui peuvent être très difficiles à viser en l'état actuel des choses. Maintenant, on a hyper confiance en nos industriels, qu'ils soient biosourcés ou traditionnels, sur le fait qu'ils vont avoir plein d'idées pour réduire les impacts des matériaux de construction dans les années qui viennent. Donc là, vous voyez un petit exemple sur une étude qu'on a menée récemment qui permet de montrer les comparaisons entre différents systèmes. Donc, on voit que finalement, le seuil 2022, on arrive à l'atteindre à peu près sur cette typologie de bâtiment, quel que soit le système constructif, mais les choses se corsent vraiment d'ici 2025. Il faut passer à des solutions beaucoup plus performantes, comme par exemple un béton de type Hoffman très performant, ou bien alors la brique est en train de faire des progressions chez certaines marques. On a le mixte bois-béton va nécessiter d'améliorer certains autres postes, et le tout bois, lui, arrive tout juste à passer sous le seuil 2028. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le seuil 2031 est quand même très compliqué. Dernier point important, donc le confort d'été, avec une méthode qui dit que si les degrés heures sont à faire à 350 heures, pas de problème, le bâtiment est confortable. Si on est au-delà d'un DH max indiqué, eh bien alors là, le bâtiment ne respecte pas la RE 2020, et entre les deux, on considère que le bâtiment n'est pas suffisamment confortable et qu'on va devoir rajouter des consommations de climatisation fictives. Donc, ces degrés heures, c'est quoi en fait? C'est la prise en compte de l'inconfort d'été par un nombre d'heures, mais également par une intensité de l'inconfort, comme on le voit sur ce petit graphe. Donc, ces degrés heures vont dépendre de l'exposition au bruit pour les maisons, et pour les immeubles collectifs, ça va également dépendre de la zone climatique ainsi que de la surface du logement, puisque c'est difficile de faire de la ventilation traversante dans un studio. Donc, on voit que c'est le 2550 heures étant la valeur pivot qui peut varier en fonction de ces contraintes extérieures.
Donc, en conclusion, bon, l'isolation, il y a eu un renforcement effectivement du PBio de 30% par rapport à la RT 2012. Bon, aujourd'hui, tous les bâtiments ne sont pas traités de la même façon. Il y en a pour lesquels ça nécessite un renforcement très conséquent, d'autres pour lesquels on passe encore avec des prestations standard 2019. Ça dépend des typologies et des modulations. Les systèmes énergétiques, on l'a vu, donc là, petit à petit, l'énergie gaz qui va disparaître seule. Il faudrait forcément qu'elle soit couplée avec d'autres solutions pour pouvoir l'installer. Et puis, l'impact sur les systèmes constructifs qui est vraiment conséquente, puisque là, vous voyez, ce sont des renforcements progressifs qui vont nécessiter notamment d'avoir de plus en plus de FDES, de PEP et de réduire aussi l'impact de l'ensemble des produits. Concernant le confort d'été, là, heureusement, il y a un garde-fou qui nécessite de mettre en place des protections solaires sur toutes les baies, y compris celles qui ne sont pas destinées au sommeil. C'est une évolution par rapport à la RT 2012, parce que finalement, on s'aperçoit que les DH, quand on veut mettre une valeur qui est commune, où qu'on soit en France, étant donné la variabilité de nos climats, et j'ai oublié de dire que le confort d'été, les calculs sont réalisés avec des fichiers météo caniculaires, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas très contraignant, finalement, ces 1250 degrés heure, sauf dans les zones climatiques H2D ou H3, où là, ça demande même parfois de mettre en place des équipements supplémentaires comme des brasseurs d'air ou comme de la diabatique. Pour conclure, eh bien, effectivement, la réglementation, il faudra quand même que ces études qui sont nombreuses et complexes soient bien faites. Il y a un support qui sont les qualifications OPQBI qui ne sont malheureusement pas obligatoires dans les textes réglementaires, mais qui le seront peut-être dans les futurs labels et qui sont importantes pour effectivement s'assurer que la structure, il y a des procédures de contrôle qui permettent de s'assurer qu'au moins les études sont bien réalisées pour celles qui ont été transmises. Et néanmoins, voilà, la réglementation, n'oublions pas que ce n'est pas un outil de conception, qu'on reste sur un calcul prévisionnel, même si le calcul est de plus en plus complexe et voilà, et multicritères, mais néanmoins, il ne peut en aucun cas remplacer tous les outils des énergéticiens d'aujourd'hui, que sont les STD, les héliodons, les ALJ et compagnie. Ça, c'est pour la partie énergie et confort d'été, et il en va de même pour le carbone. Là aussi, il y a plein de choses qui sont limitées. Le périmètre à 50 ans. La distance moyennée des matériaux qui effectivement ne valorisent pas aujourd'hui l'approvisionnement de proximité. Bon, voilà, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut prendre du recul pour pouvoir bien appliquer ce futur dispositif. Et je vous remercie de votre attention. Merci Nathalie pour toutes ces précisions. Il y a effectivement pas mal de changements. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir comment les filières se préparent à ces changements. Nathalie, d'ailleurs, tu restes avec nous pour la fin de la table ronde. Je vais vous présenter maintenant nos différents invités. Donc, nous avons Nicolas Doré. Bonjour, vous êtes chef de service adjoint au bâtiment de l'ADEME. Bonjour. Merci de votre présence. Nous avons Olivier Servant, qui est directeur Saint-Gobain Solutions France, qui pour le coup est présent. Bonjour à tous. Et nous avons également Valérie Flicoteau. Bonjour, vous êtes directrice associée de l'agence 3+1 Architectes et vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur le chat, bien sûr, et on y reviendra en fin de séance. Je vais d'abord m'adresser à Nicolas Doré. Donc, on l'a vu, Nathalie l'a précisé, l'exigence carbone amène beaucoup de changements et en même temps des exigences progressives. Donc, quelle a été justement au départ la volonté de mettre en place les choses progressivement par rapport à la filière, peut-être en prévision d'une capacité d'adaptation à venir? Oui. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Tout d'abord, on peut quand même se féliciter globalement de l'intégration d'une nouvelle composante qui est le carbone dans une réglementation. Je pense qu'on est
finalement assez en phase par rapport à nos collègues, en avance de phase par rapport à nos collègues européens. Et que quand on se dit que la phase de construction pour un bâtiment neuf performant, ben voilà, ça représente 60 à 90% de son impact carbone total. Je pense qu'il y a une vraie logique à réglementer cette composante carbone, de l'intégrer dans la RE 2020 et surtout quand on parle de SNBC, hein, tout à l'heure Nathalie l'a dit, si on veut la neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'on doit travailler les bâtiments neufs. Et donc cette composante, elle doit permettre, on va dire, une transition un peu progressive des bâtiments vers des bâtiments bas carbone. En gros, en misant sur la diversité des modes constructifs et la mixité des matériaux. Voilà, on est aussi, là, il y a des solutions qui ont été proposées, mix bois-béton, c'est aussi ça tout l'intérêt, avec évidemment un recours accru par rapport à la RT 2012 à du bois, aux matériaux biosourcés, aux matériaux géosourcés, ça c'est évident. Et globalement, une volonté de décarboner un peu l'industrie des matériaux traditionnels et des équipements. Voilà, enfin, je dirais que c'est pour moi vraiment l'intérêt de cette composante carbone intégrée dans les RE 20, c'est vraiment tout ça. Effectivement, on a parlé de progressivité. Je pense qu'il y a pas une vraie nouveauté, mais en tous les cas, quelque chose qu'on retrouvait assez peu dans la RT 2012, qui est d'afficher sur un certain nombre de critères, hein, que ce soit par exemple IC Énergie ou GES, une progressivité dans le temps. Ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'on sait déjà le chiffre en 2022 et on sait qu'en 2031, il est déjà affiché, il sera plus contraignant. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour, on va dire, accompagner toute une filière qui va devoir s'approprier un nouveau composant, un nouveau calcul, et de se dire peut-être que les premiers chiffres ne sont pas trop exigeants, ça permet d'apprendre, ça permet de manipuler une ACV, de voir un petit peu les ordres de grandeur, sur quoi on peut jouer, qu'est-ce qui est pertinent de réduire ou pas. Et donc, je pense que cette progressivité temporelle des exigences, elle est vraiment hyper importante, et je pense que c'est un signe assez fort pour dire, voilà, on met en place une RE 2020, mais on est progressif et on accompagne l'ensemble des professionnels là-dessus. Et peut-être un dernier point sur le rôle de l'ingénierie. Finalement, Nathalie l'a dit, on est vraiment sur un triptyque énergie, carbone, confort d'été. On voit bien que quand on va travailler fortement la performance énergétique, par exemple, je sais pas, on veut travailler son bio, on va travailler beaucoup d'isolation. Donc, on va embarquer du matériau, donc on va embarquer du CO2. Donc, vous voyez, ces deux composantes, elles ne vont pas tout exactement dans le même sens entre performance énergétique d'un côté et carbone de l'autre. Si je prends un autre exemple sur le bois et donc la CV dynamique, qui a clairement l'objectif aussi de favoriser l'utilisation du bois, c'est clairement pas un matériau qui joue en faveur du confort d'été et de l'inertie. Donc, je pense que vraiment l'ingénierie a ce rôle hyper important de bien doser ce triptyque énergie carbone et confort d'été, trouver l'optimum technico-économique évidemment, et puis d'éviter la réplication de solutions toutes faites. Je pense que ce n'est pas un outil de conception, et ça a été dit, on le partage pleinement, mais en tous les cas, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'optimisation de ces trois composantes. Avec la composante carbone qui est quand même assez nouvelle pour la plupart des bureaux d'études et des ingénieurs. Justement, dans ce cadre, quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont déjà prises ou qui vont être prises? Oui, alors, effectivement, alors, vous en particulier, vous êtes avant tout des thermiciens, donc vous manipulez l'énergie depuis des dizaines d'années. On va dire très à l'aise avec le kilowattheure, et je pense peut-être un peu moins avec les kilogrammes de CO2 en approche ACV. Alors, ce que nous, on prétend de croire, c'est que la pratique de l'ACV, l'idée, c'est de ne pas faire du bureau d'études un spécialiste, un expert de l'ACV, qui connaît la norme 15978 absolument par cœur, mais c'est d'avoir une approche un petit peu plus globale, presque d'éco-conception. Et on sent bien que la pratique de l'ACV, ça nécessite une connaissance générale du bâtiment que vous avez, et ça nécessite un dialogue. Ça a été un peu donné tout à l'heure par Nathalie, un moment, soit en phase de conception, en phase de réception. À un moment, il y a besoin de dialogue au sein de l'équipe de la maîtrise d'œuvre. Et ça, je pense que c'est certainement ça qui peut changer un petit peu le métier, qui peut changer un petit peu les habitudes.
Et sur les mesures d'accompagnement, alors je ne vais pas déflorer la présentation de mon collègue Marc Schofter, parce qu'il va vraiment vous présenter en détail les différents dispositifs que les pouvoirs publics et que l'ADEME et la SCVF vont vous proposer, donc notamment les fameuses mallettes pédagogiques, des MOOC, des infographies, des guides. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'être extrêmement concret dans l'offre d'accompagnement, avec l'idée que les pouvoirs publics, ils ont juste qu'une envie, c'est que la RE 2020, elle soit comprise, elle soit assimilée, elle soit donc appliquée. Ça, c'est vraiment, donc, je pense que l'enjeu d'accompagnement, il a été pris en compte dès le début, parce qu'il y a eu même des groupes de travail, mobilisation des pros, il y a eu plein d'interviews qui ont été menées, acteur par acteur, hein, la maîtrise d'ouvrage, les architectes, la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, en tout cas, tous les acteurs ont été interviewés pour connaître leurs besoins spécifiques. Donc, on espère que ce qui va être proposé répondra à l'ensemble de la demande. Et à noter peut-être un dernier point, c'est que cette prise en compte un peu des acteurs et la montée en compétences qu'on ne nie pas, mais qui est absolument nécessaire pour faire une ACV, on l'a aussi un peu anticipé avec l'expérimentation Plus c'est moins, le programme OBEC, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà, il y a 4 ans, on avait fait un peu le tour des régions, on avait financé tout un tas d'AMO pour qu'il y ait des ACV qui soient faites, des calculs, un maximum d'opérations d'ACV qui soient réalisées pour que les gens commencent à se poser des questions, se disent et commencent à avoir des ordres de grandeur en tête. D'accord. Il y a un label en préparation justement pour accompagner la mise en application de l'ARE. Est-ce que c'est aussi peut-être l'occasion de renforcer certaines exigences pour des personnes qui souhaiteraient aller plus loin? Oui, alors effectivement, le label, il y a pas mal d'actualités. Je pense que pour certains d'entre vous, vous la suivez. À chaque réglementation, il y a toujours un label associé, la plupart du temps, qui permet, dès l'entrée en vigueur d'une réglementation, de tout de suite d'anticiper ce qui se passera à la réglementation d'après. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Donc, je dirais que la RE 2020, elle n'y déroge pas. Alors, évidemment, il y a 2 écoles actuellement. C'est que beaucoup de gens nous disent la RE 2020, c'est déjà une marche qui est haute comme ça à monter. Vous n'allez pas nous en demander encore un peu plus avec un label. À l'inverse, les gens avec qui on travaille depuis 4-5 ans, parce qu'ils sont déjà sur la CV depuis plusieurs années, nous disent la RE 2020, elle ne va pas assez loin, il faut tout de suite travailler sur le label. Donc il y a quand même cette dualité dans la perception de ce label, mais les pouvoirs publics, l'ADEME en particulier, on est vraiment aussi dans notre rôle de favoriser ça. Donc on est vraiment pour que ce label se mette en place avec 2 approches. C'est soit, en gros, on fait un label assez, on va dire pas classique, mais on prend les indicateurs de la RE 2020, on demande juste d'aller plus vite et un peu plus loin, c'est-à-dire sur ces critères-là déjà connus que Nathalie a pu lister tout à l'heure. Il y a une autre approche peut-être plus riche d'un label, ce serait d'aller explorer des nouveaux indicateurs. Parce que là, on parle de carbone, on parle d'énergie et de confort d'été, mais on peut aller investiguer du confort, de la santé, la consommation d'eau, des aspects économie circulaire, biodiversité. Vous voyez, des critères sur lesquels on n'a pas du tout travaillé, ou assez peu en tout cas, ou en tout cas de manière très exploratoire. Sur le bâtiment, le label, ça peut être aussi l'occasion de travailler sur des nouveaux indicateurs. Bon, tout ça est en concertation. Je pense que vous avez vu passer la concertation du plan bâtiment durable. Les travaux ont été menés au travers de cette UIGT. Beaucoup de questions se posent. C'est quel indicateur on pourrait déjà utiliser pour un label? Qu'est-ce qui est mûr? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui relève plus du code de la construction? Qu'est-ce qui en relève un peu moins? Bon, toutes ces questions se posent. L'ADEME est partie prenante parce que voilà, on est vraiment dans la préparation du coup d'après. En gros, dans l'objectif des pouvoirs publics, là, c'est que ce label il sorte l'année prochaine. Alors, début ou mi-l'année prochaine, on ne sait pas, mais en tous les cas, il y aura, je ne faut pas trop me tromper en disant qu'en 2022 verra le jour un label qui n'a pas encore de nom, mais en tout cas un label associé à l'ARE 2020, qui permettra à terme de préparer l'ARE 2028 ou 2030. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais maintenant me tourner vers Olivier Servant. Parler un petit peu de la filière industrielle. Comment les industriels se préparent-ils? C'est une révolution pour certains de devoir produire des DES et PEP, etc. Comment vous voyez cette évolution pour les industriels? Peut-être avec l'exemple de Saint-Gobain qui, il me semble, était un petit peu en avance sur ces questions.
Oui, tout à fait. Donc, merci. Bonsoir à tous. Effectivement, pour se préparer à la RE 2020, un industriel, en premier lieu, doit fournir les données. Des données nouvelles. On a parlé d'un volet nouveau qui est le volet carbone dans cette RE 2020 et qui se généralise. Et donc, pour un industriel, ça veut dire qu'il y a, au moment de la mise à disposition et de la mise sur le marché de produits, le besoin d'accompagner les produits, non seulement des différentes caractéristiques techniques habituelles, mais d'ajouter en complément une fiche de déclaration environnementale et sanitaire pour tous les produits d'enveloppe ou un profil environnemental produit pour les équipements. Et donc, ces FDES ou ces PEP sont à réaliser par l'industriel, à faire vérifier par tierce partie et à mettre à disposition des concepteurs de bâtiments par l'intermédiaire de la base INES connectée au logiciel dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une nouvelle mécanique et ce sont des nouvelles données d'entrée pour lesquelles, finalement, le must-have pour un industriel, maintenant, devient, à compter du début d'année prochaine, de créer systématiquement sa FDES ou son PEP pour pouvoir mettre sur le marché un produit. Alors, ça conduit à une dynamique importante que l'on peut tracer lorsque l'on regarde les statistiques de la base INES. Donc, à ce titre-là, je vais en profiter pour faire un petit moment publicitaire, puisque l'assemblée annuelle de la base INES aura lieu le 8 juillet matin. Et donc, ce sera l'occasion de présenter comment la base INES s'est adaptée pour pouvoir répondre et être prête pour la RE 2020. Et en particulier, seront diffusées à ce moment-là les statistiques à jour des données mises à disposition sur cette base. Néanmoins, d'ores et déjà, l'accélération, lorsque l'on regarde dans le rétroviseur, on a déjà vu une accélération dans la production des FDES et des PEP. Lorsque l'on regarde les statistiques à fin 2020, il y avait pas loin de 4000 données disponibles sur la base INES, dont environ 2500 FDES et PEP individuels spécifiques à des produits ou des équipements. En un an, entre fin 2019 et fin 2020, c'est 25% de données disponibles supplémentaires, ce qui montre bien une croissance forte. Et il est fort à parier que les chiffres seront encore à mi-2021 en forte croissance, puisque actuellement, tous les industriels se préparent activement à cette RE 2020. Donc, comment ça se traduit côté Saint-Gobain ? Côté Saint-Gobain, on a des fonctionnements qui sont différenciés en fonction de la taille de nos filiales. On a, pour les grandes filiales, les plus connues, comme Placo ou comme Isover, un historique important de production de nos fiches de déclaration environnementale et sanitaire, avec une organisation dédiée, avec des personnes dédiées, ce qui nous conduit, depuis maintenant le début des années 2000, à produire nos FDES. Tout d'abord, les produire pour notre propre usage, pour maîtriser nos flux, pour bien connaître l'impact environnemental de nos produits, mais aussi maintenant pour pouvoir les mettre à disposition pour permettre un choix objectif de solutions techniques dans le cadre d'une conception optimisée de bâtiments. Donc, pour les grandes filiales, on est habitué à faire des FDES. C'est effectivement une mécanique et un coût à prendre, entre guillemets, et un coût avec un P, mais aussi un coût avec un T à assumer pour les industriels pour pouvoir mettre à disposition ces données. Si on prend nos plus petites filiales, on a un certain nombre de filiales qui aujourd'hui sont en train de fabriquer leur première FDES et qui sont au même niveau que d'autres industriels sur le marché, un petit peu en retard, entre guillemets, ou en tout cas just on time pour arriver à mettre ces FDES et ces PEP à disposition pour l'automne ou au plus tard pour le début d'année prochaine, pour l'entrée en vigueur de la RE 2020. Donc, au global, compte tenu de la dynamique actuellement enclenchée, on n'est pas très inquiet dans la mise à disposition des données, en tout cas pas côté groupe Saint-Gobain. Et effectivement, heureusement qu'on avait anticipé de longue date ces évolutions, parce que produire des FDES ou produire des PEP nécessite une implication de l'industriel en matière de cartographie de ses flux, en matière d'identification des impacts environnementaux de ses fournisseurs de matières premières, par exemple, et ça nécessite donc un travail d'anticipation qu'on ne peut pas faire en quelques semaines. Donc c'est pour cette raison que c'est important que tous les industriels anticipent cette entrée en vigueur de la RE 2020 avec ces FDES et ces PEP qui sont de plus en plus massivement disponibles sur la base. D'accord, ça c'est vraiment effectivement ce dont les ingénieurs ont besoin. Il y a FDES produit, FDES système. Quels sont les besoins justement des ingénieurs par rapport à ça et comment vous y répondez ? Alors effectivement, je vais vous donner un exemple tout simple. La première étape, comme je vous le disais, pour un industriel, c'est fabriquer ses FDES produits. Très bien.
Mais pour un concepteur de bâtiment que vous êtes, lorsque l'on parle d'1 mètre carré de cloison, on ne va pas parler d'1 mètre carré d'une plaque de plâtre, d'un linéaire de rail, d'un linéaire de montant, d'1 mètre carré d'isolant intérieur et d'un 2e mètre carré de plaque de plâtre de l'autre côté. Le concepteur, pour pouvoir intégrer efficacement et rapidement les données environnementales des produits de construction dans sa modélisation, a besoin de pouvoir reconstituer des systèmes constructifs. Il a besoin d'avoir non pas la FDES de la vis, mais la FDES du mètre carré de cloison. Et donc, c'est bien là où on a une étape supplémentaire à franchir pour les industriels, qui passe par soit la production de FDES systèmes constructifs, soit la production de configurateurs. Et donc, on a actuellement une double dynamique. D'une part, les industriels qui font leur FDES produit, mis sur le marché, et d'autre part, une deuxième dynamique qui s'enclenche à vitesse grand V pour faciliter la vie des concepteurs qui vont être amenés à modéliser les bâtiments, puisque Nathalie en parlait tout à l'heure, il est bien évident que c'est long de réaliser une ACV de bâtiment, c'est long de cartographier à la fois les quantitatifs, d'aller chercher les FDES, et donc tout ce temps passé est un temps qui a toutes les peines du monde à être monnayé, monétisé dans les prestations de bureaux d'études. Et donc, c'est pour ça qu'il est du ressort des industriels de mettre à disposition des infos qui soient les plus efficaces possibles dans le process de réalisation d'une ACV de bâtiment. Comment, justement, vous les accompagnez dans cette démarche-là? Est-ce que vous avez mis en place des outils de formation, d'information déjà? Alors, pour l'instant, il est encore un petit peu tôt pour la mise en place des outils d'information et de formation. Le point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans les starting blocks parce qu'on attend d'une part les textes et d'autre part les logiciels de calcul commerciaux qui vont nous permettre de mettre à jour toutes les études préalables qui ont été faites pour pouvoir identifier quelles sont les solutions qui sortent technico-économiquement le mieux en fonction des indicateurs qui ont été listés tout à l'heure sur l'enveloppe, sur l'énergie, sur le carbone, sur le confort d'été, pour pouvoir produire des supports qui vont être ensuite largement utilisés de différentes manières, mais produire des supports qui vont permettre de fournir par exemple un ranking du nombre de kilowattheures économisés ou points de BBio économisés ou nombre de degrés-heure évités par l'utilisation de telle ou telle solution technique sur des cas types de bâtiments. Et donc, on a besoin aujourd'hui de rentrer dans cette phase de manière très rapide, dès que les logiciels seront disponibles et dès qu'on connaîtra les exigences en résidentiel, parce que les bureaux d'études ont besoin de ces informations de notre part. On a à travailler en commun pour vous fournir ces informations et faire en sorte que vous puissiez vous forger des nouveaux réflexes, puisqu'aujourd'hui, les réflexes sur les nouveaux indicateurs vont être radicalement modifiés et même radicalement modifiés, y compris par rapport à ceux qui avaient l'habitude de pratiquer le référentiel E plus C-, puisque ça ne vous aura pas échappé, Nathalie en a parlé tout à l'heure. Le choix méthodologique qui a été fait sur l'analyse de cycle de vie est un choix que la majorité des industriels ne partagent pas, mais est un choix qui conduit à bouleverser la hiérarchie entre solutions techniques du fait de la volonté politique de promouvoir les produits biosourcés et qui a donc conduit à choisir une méthode dans la réglementation française qui est divergente par rapport à la norme européenne et par rapport aux expérimentations antérieures. Donc, il y a un vrai besoin de se reforger de nouveaux réflexes. Et donc, les industriels doivent accompagner ce travail-là. Donc, l'ensemble du travail de modélisation va être fait dans une première étape cet été pour notre part, du côté du groupe Saint-Gobain, pour permettre, à partir de l'automne, de contribuer à des webinaires, de contribuer à l'élaboration de supports de formation et bien entendu, dans le cadre des travaux de l'AICVF, nous soutenons à 200% le travail qui est en cours d'élaboration pour élaborer et déployer le plus rapidement possible la future mallette pédagogique. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. On va poursuivre sur cette question de la formation, cette fois du côté des architectes avec Valérie Picotto. Première question, voilà, comment la filière des architectes se prépare à cette nouvelle RE? Oui, bonsoir.
Écoutez, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. C'est-à-dire que je pense que la RE, effectivement, c'est un peu un changement de paradigme pour tous, que tout le monde se prépare. Tout le monde a bien vu, effectivement, ce qu'analysait Nathalie Cheng sur les grands bouleversements énergie, carbone et confort d'été. On ne fait pas exception. Effectivement, on est déjà en train de travailler et de mettre en place, notamment avec l'ADEME, justement sur quels sont les besoins de formation des architectes et comment les amener à se saisir de ces nouveaux sujets. Donc, effectivement, c'est un peu une petite révolution qui nécessite aussi de l'anticipation et de l'acculturation pour tout le monde, donc les architectes compris. Donc ça, effectivement, ça fait pas de... voilà, et effectivement, nous, Ordre des architectes, on est en train de se mettre en ordre de marche, y compris avec les organismes de formation, pour travailler à des contenus qui pourraient répondre aux besoins de formation des architectes. D'accord. Donc, qui serait peut-être un peu plus précisément sur les thématiques thermiques, sur l'ACV, sur les procédés constructifs. Alors, moi, je pense que, effectivement, bon, les problématiques thermiques, c'est des problématiques qui sont connues, qui sont celles de la RT. Et du coup, je pense que la grande majorité des architectes sont formés à ces questions-là. Pour nous, le gros chantier, ça va effectivement être la CV et comprendre les principes et les enjeux de la CV. Ça a été dit. Là, j'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Servant, notamment sur la façon dont les industriels vont aborder cette question-là et parler d'ACV en termes de système constructif et pas forcément en termes d'élément par élément. Enfin, il y a toute cette dimension-là qu'il va falloir intégrer. Moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à l'un des groupes de travail Plus c'est moins en Ile-de-France. Et effectivement, ça m'a demandé un petit effort de formation. Enfin, j'ai profité de ce travail pour me former sur les questions d'ACV, qui sont des questions qui sont assez complexes. Ça va être pour nous un gros enjeu. Donc, on se met déjà en marche dans ce sens-là. Et en même temps, paradoxalement, peut-être, j'ai envie de dire, sur la question des matériaux biosourcés, les architectes sont plutôt en avance et sont plutôt des pionniers sur l'utilisation des matériaux biosourcés. Donc, sans forcément avoir intégré toutes les questions de comment se calcule une ACV, ils ont déjà intégré des mises en œuvre et des façons de concevoir les bâtiments qui sont un peu différentes et qui laissent plus de place aux matériaux biosourcés. Et du coup, qui sont un petit peu en anticipation aussi par rapport à la RE 2020, de fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Bon, voilà. Notamment aussi, biosourcés, économie circulaire, matériaux géosourcés, tout ça, c'est des thématiques qui sont extrêmement vivantes en ce moment dans le milieu des architectes. Et c'est quelque chose qui finalement se retrouve intégré, c'est un enjeu qui finalement aujourd'hui se retrouve intégré dans la RE 2020, mais c'est des thématiques qu'on connaît et qu'on a anticipées depuis longtemps. D'accord, très bien. Ça fait un petit peu dépassé par le timing, donc je vais vous poser une dernière question sur laquelle peut-être Nathalie pourra répondre, puisqu'il s'agit de voir comment on va évoluer la relation entre archi et bureau d'études, voir voilà, comment tout ça peut s'articuler de la meilleure façon possible dans le cadre de cette nouvelle RE.
Bon, si je peux répondre sur le sujet, par rapport à l'expérience qu'on a du label E+, c'est moi, enfin moi je trouve que, ces dernières années, au contraire, enfin la RT 2012 avait déjà permis, au bureau d'études de dialoguer, dès le permis de construire avec l'architecte parce qu'il y avait ce coefficient Bébio, il fallait réaliser l'étude, il fallait optimiser le projet, et je trouve que le label E+, c'est moi finalement, a permis de renforcer cette synergie, d'équipe, de manière à se poser, les bonnes questions très en amont, et c'est plutôt très positif. D'accord. Alors, Valérie, c'est bon? oui, ben moi, je souscris totalement à ça. Et notamment, ça a été dit plusieurs fois, je pense que déjà un peu dans la RT, mais là, vraiment, la RE 2020, c'est qu'on va s'orienter vraiment vers de l'éco-conception. Et du coup, l'éco-conception, c'est autant des calculs que une façon de composer son bâtiment, une façon de le poser dans son environnement. Et donc, où on voit bien que ce dialogue et cette interaction, ça a été dit aussi en s'appuyant sur 3 points et 6 ou 8 indicateurs. Quand on bouge d'un côté, ça va faire évoluer les choses de l'autre côté, il va falloir trouver un équilibre. Et ça aussi, ça fait appel tant au calcul qu'à la façon d'éco-concevoir son bâtiment. Et en ce sens-là, ce renforcement doit se faire le plus en amont possible, le plus tôt possible. Et je pense que c'est pour le mieux, c'est-à-dire que c'est pour un dialogue qui va, à mon avis, être bénéfique pour tous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et alors si je peux me permettre un petit complément, c'est que, il va aussi falloir que les ingénieurs soient à la hauteur. C'est-à-dire que, on ne soit pas dans un rôle de Game Boy à taper dans un logiciel et à dire: «Le logiciel, il dit que ça passe ou ça passe pas». Non, je pense que comme je vous le disais, la RT, ce n'est pas de la conception. Il faut prendre du recul sur les projets. Il faut vraiment, travailler, brainstormer avec, les architectes, mais pas que. La RE 2020, c'est un rôle étroit avec les bureaux d'études structure sur justement quelle solution constructive est la plus pertinente. C'est un rôle étroit avec les économistes parce que les équilibres budgétaires sont de plus en plus compliqués à trouver sur les opérations, avec le bureau d'études acoustiques, le parent pauvre des bâtiments qu'on oublie tout le temps. Enfin, tout ça, c'est vraiment une synergie d'équipe où il ne s'agit pas d'affronter que les acteurs se crêpe le chignon, c'est un travail d'équipe où effectivement l'énergéticien ingénieur carbone devra être à la hauteur des attentes pour être force de proposition et maîtriser, comme je vous le disais, cette vue en 6 dimensions sur les impacts justement des curseurs et pour que les projets soient vraiment vertueux. Enfin, moi, je souscris totalement. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que peut-être que comme vous disiez, Nathalie, les BET thermiciens seront plus là sur une Game Boy à taper un truc, mais du coup, ils vont participer au projet. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien dans ce que vous dites, c'est que toute l'équipe technique va participer auprès des concepteurs au projet. Et on voit bien là aujourd'hui que les projets les plus vertueux se font comme ça avec l'équipe, ne se font plus avec d'un côté une conception architecturale, on va dire, et de l'autre côté une équipe technique qui vient derrière en appui, quoi. C'est vraiment une conception globale. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour tous et ça nous questionne tous sur ces sujets-là. Et si je pouvais ajouter aussi, parce que c'est sur ce qu'a dit M. Doré à propos du label. Moi, ce que je trouve intéressant sur ces labels, et c'est aussi lié la question du label à la question de la progressivité de l'ARE, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, on a vu qu'il y a des exigences qui vont aller progressivement, mais ce qui permettra aussi peut-être à certains opérateurs qui veulent se donner les moyens peut-être d'aller plus loin, d'aller plus dans l'expérimentation, de se positionner sur de vendre aussi à des clients, vous voyez, nous, on est 2 ans ou 3 ans en avance sur la réglementation parce qu'on se positionne sur des coefficients qui sont en avance. Et ça aussi, je pense que c'est
il y a des liens à faire entre ce label et sur une anticipation des paliers de l'ARE qui peuvent être intéressants et qui peuvent aussi dynamiser l'innovation et la recherche de solutions par tous. Et merci Valérie, merci Nathalie. Justement, des outils d'accompagnement ont été développés par la ICVF pour les ingénieurs, pour les aider à appréhender ces mutations. Donc, je passe la parole à Mohamed Abdelmoumen et à Marc Schofter. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Mohamed, est-ce que je peux vous demander d'envoyer la présentation? Oui, alors, correctement, ça doit être fait à distance. D'accord. Puisqu'on avait convenu que… Bon, en attendant, donc, je vais un petit peu paraphraser ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas Doré, c'est que bon, les pouvoirs publics se sont engagés pour soutenir des outils d'accompagnement pour cette nouvelle réglementation. Et donc, on a essayé un petit peu de les serrer, mais est-ce que c'est tout à fait exact entre la partie communication et formation? Je vais présenter… alors, ça n'est absolument pas exhaustif, hein, mais voilà, c'est ce qui est dans les tuyaux actuellement. Peut-être passer à la diapo suivante, où au niveau formation, voilà, au niveau formation, il y a actuellement 2 projets. Alors, l'un concerne plutôt la maîtrise d'ouvrage professionnelle, mais comme vous savez, il s'agit d'un MOOC qui est développé par le CSTB, mais comme tout MOOC, chacun peut s'y inscrire et il est bien évident qu'il va aller au-delà de son objectif initial de simplement la maîtrise d'ouvrage. Ce MOOC va se dérouler, comme c'était déjà le cas pour celui qui avait été réalisé pour l'expérimentation plus c'est moins, en 4 semaines, avec globalement une déclinaison, je ne vais pas rentrer dans le détail, entre les enjeux, comment faire mes choix en tant que maître d'ouvrage et intégrer l'ARE. Il va se jouer dans un premier temps sur 4 semaines, 4 fois 4 semaines, avec pour chacun de ces jeux l'intervention de quelqu'un en back-office, de façon à pouvoir interagir avec ce que je vais qualifier d'étudiants. Voilà, donc pour un premier volet qui est en cours de développement, enfin tous ces produits, sauf certains, ne sont pas finalisés, hein. Celui-ci est également, il faut tourner des vidéos, il faut aussi avoir les logiciels, mais je pense que le CSTB évidemment a tout ça. Le deuxième, c'est une formation multimodale qui cette fois plus visée architecte, bureau d'études, économiste. C'est donc la fourniture d'un kit pédagogique qui va être confié à des organismes de formation qui utiliseront ces ressources via un contrat de licence. Donc cet outil est également en cours a été confié à un consortium, mais autour de la table, il y a à la fois les syndicats professionnels, hein, AIMCC, CNOA, UNSFA, FFB, CAPEB, enfin voilà, qui collaborent et qui contribuent à 9 modules. Je ne les ai pas détaillés non plus, mais globalement, c'est s'approprier la RE, exploiter les acquis de l'expérimentation E plus C-, ce que Nathalie nous a présenté comme différence, hein, par rapport à l'ART 2012 et E plus C-, réaliser un calcul ACV, voilà, appliquer l'ARE dans le contexte spécifique de la maison individuelle. On aura des exemples parce que ça a été demandé. Utiliser les énergies renouvelables. Voilà les 9 modules qui sont en cours d'élaboration. Et je dois dire que au vu des premières présentations qui nous ont été présentées, c'est plutôt sympa. Enfin voilà, ce sont vraiment des professionnels les CAFOC, des organismes de formation qui font quelque chose d'assez réussi. Voilà ce qu'on peut dire en matière de formation, et je vais après, si vous voulez bien passer à la diapo suivante, revenir à la partie communication. Et donc, tous les acteurs connaissent le site RT Bâtiment, donc qui est en train de migrer. Alors pour l'instant, il n'est pas complètement opérationnel.
je dirais, il est en cours de construction. Il y a beaucoup, il y a encore beaucoup à faire, mais au-delà d'un site internet, ça va être un vrai centre de ressources qui est mis en place par le ministère avec, on va y retrouver classiquement tous les textes, les FAQ, les fiches d'application, les futurs titres 5, enfin tout ce qu'on peut attendre et également des liens vers tous les outils de communication et de formation. Je ne voulais pas terminer sans présenter l'identité visuelle qui est apparue à l'occasion du dossier de presse du 24 novembre 2020 et qui a été reprise et qui nous est demandé d'être déclinée, donc qui sera déclinée dans chacun des outils qui vont être présentés, utilisés. Cette identité visuelle, elle souhaite à la fois appuyer sur le triptyque de l'énergie, du carbone et du confort d'été. Donc, c'est deux petites deux petites feuilles, pardon, qui essayent évidemment de mettre en avant tout ce qui est le recours au bois, enfin en tout cas une mixité de produits de construction et de produits biosourcés. Et enfin, alors ça a plutôt évolué. Alors, au départ, c'était une fiche de décryptage sur la RE 2020 qui est en cours de déploiement. Mais aujourd'hui, le CRMA, au fur et à mesure des avancées et de la stabilisation de cette future réglementation, déploie des fiches pour essayer d'expliquer tout ce qui concerne globalement tout ce qui concerne les différentes thématiques de cette réglementation. Mohamed, c'est à vous. Et après, je vous laisse la parole sur la diapo suivante pour que vous puissiez… Voilà, pour que vous puissiez… Voilà, pardon, j'ai oublié… dans ma précipitation, j'ai oublié tout ce qui concerne le guide mis en place par le ministère, donc avec l'appui du CRMA et puis un grand nombre des services de l'État. Ce guide est en version bêta, mais pour l'instant, il n'est pas diffusé. Je terminerai pas tout à fait par des cahiers techniques. Donc ça, c'est une initiative de l'ADEME qui va décliner en fait suivant des thématiques ou tout du moins des professions entre le moniteur, les cahiers techniques du bâtiment, le moniteur des artisans AMC pour les architectes et pour tout des cahiers thématiques. Donc avec le groupe InfoPro Digital, des explications également sur la RE 2020. Et l'ADEME va reconduire une fiche qui avait été assez demandée en RT 2012, c'est construire ma maison avec la RE 2020, qui sera disponible dès que, comme tout le monde, les moteurs de calcul et les évaluations pourront être faites sur des maisons type. Voilà, je crois que cette fois, c'est à vous. Ça va être bon. Merci voilà. Marc. Merci Marc pour le passage de relais. L'AICVF a été mandatée par l'ADEME pour produire un certain nombre de documents dans le cadre de la RE 2020, donc des documents qui se veulent à la fois complets et concrets pour l'ensemble de la filière, qui sont répartis en 3 typologies. La première qui est la manette pédagogique, en fait, en capitalisant notamment sur des travaux que nous avions déjà réalisés dans le cadre de l'expérimentation Au+C-. Pour rappel, l'AICVF a produit il y a 3 ans une mallette pédagogique à destination de la filière du bâtiment, la filière large du bâtiment. Cette mallette pédagogique, d'ailleurs, est toujours disponible sur notre site internet et téléchargeable sur le site de l'AICVF. Elle a fait l'objet d'ailleurs de, je crois, 3000 téléchargements, principalement d'ailleurs de la part de bureaux d'études. Donc, c'est une mallette qui comprend 7, de mémoire, ça doit être 7 lots, 1000 slides, et qui a notamment servi dans le cadre du programme qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure, du programme OBEC, d'animation territoriale de la filière à travers notamment des formations et des sessions d'information territoriale. Donc, cette mallette, elle sera un poil différente de la précédente. Ce n'est pas tout à fait une révision, c'est plutôt une refonte complète, puisqu'elle comprendra cette fois-ci 4 modules. Donc, elle regroupera non plus 7, mais 4 modules. On resserre un peu tout ça, avec le premier qui portera sur le contexte réglementaire, le second sur les grands principes de la RE 2020 et notamment les méthodologies de calcul des indicateurs que Nathalie a évoquées tout à l'heure. Une grosse partie également, qui est une partie particulièrement intéressante, c'est toutes les
calcul de sensibilité, notamment pour différentes catégories de bâtiments, donc calcul de sensibilité en fonction de la configuration du bâtiment, de la typologie de construction, des équipements thermiques ou de refroidissement d'ailleurs, et par exemple aussi des matériaux biosourcés. Et puis le quatrième volet, qui est peut-être le plus important d'ailleurs, parce qu'il est assez novateur pour le monde de l'ingénierie, ça a été évoqué plusieurs fois avant. Cela, c'est évidemment un gros module sur l'ACV pour aider les acteurs de l'ingénierie à mieux appréhender les calculs ACV et notamment avec l'avènement beaucoup plus massif des fiches de déclaration environnementale, des PEP et puis des différents configurateurs. Deuxième outil qui sera mis à disposition des acteurs, c'est ce qu'on appelle le guide d'accompagnement des bureaux d'études, donc c'est le guide applicateur, qui était, fut un temps, hébergé sur le site RT Bâtiment, donc qui existait déjà dans le cadre de l'ERT 2012 et qui était un outil d'aide à la saisie des bureaux d'études, aide à la saisie des données d'entrée dans le cadre des logiciels de calcul thermique et aujourd'hui des calculs des logiciels plutôt d'évaluation environnementaux. Donc, ce guide, il sera révisé et il intégrera deux nouveaux volets qui seront le volet carbone et le volet confort d'été. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres du tout d'ailleurs, c'est la rédaction de DPGF type. DPGF type, puisque c'est une demande qui a émané de manière très très forte par le terrain, finalement, dans le cadre de l'expérimentation en plus c'est moins, partant du constat que les bureaux d'études ou les entreprises soumissionnaires à des marchés de travaux avaient beaucoup de difficultés à réaliser des études ACV fiables, voire complètes, en phase pro et DCE, du fait notamment de disposer de DPGF pas toujours suffisamment exhaustifs ou parfois de DPGF quasi inexistants. Et même lorsque les DPGF étaient assez complets, les unités ou les indicateurs qui figuraient dans ces DPGF n'étaient pas toujours en phase avec les unités qu'on pouvait retrouver dans les FDES et les PEP. Donc, l'idée, c'est de produire un document. Aujourd'hui, ça se présente sous la forme L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très pratico-pratique, utilisable par l'ensemble des acteurs. Donc, le choix qui a été fait, c'est plutôt d'utiliser un outil de type Excel. Donc, ça se présente sous format Excel avec différents onglets en fonction des différents lots que vous connaissez bien, hein, lot 1, VRD, lot 2, gros œuvres, lot 3, les équipements, etc. Et donc, dans ces DPGF, de pouvoir retrouver un certain nombre d'indicateurs qui permettent de réaliser des outils un peu idéaux pour la réalisation de l'ACV après coup. Donc, on va retrouver notamment les unités destinées aux ACV, on va retrouver notamment les terminologies qui sont retrouvées dans les FDES, qui sont parfois différentes des CCTP. On va retrouver également le niveau de définition nécessaire pour aller bien chercher les FDES. Donc voilà, donc on a trois outils qui représentent un travail relativement important sur lequel est impliqué la SCDF depuis maintenant le début d'année, qui sont soit en cours de construction, soit en cours de finalisation. Donc, globalement, on va laisser gentiment l'été passer avec, d'une part, les textes réglementaires, de façon à ce que les textes réglementaires soient parus de manière officielle. Vous laissez partir aussi gentiment en vacances. Et puis, en septembre, tous ces documents devraient être mis en ligne de façon échelonnée jusqu'à la fin de l'année 2021. Donc, dans un premier temps, probablement un certain nombre de lots sur la manuelle pédagogique, accompagnés notamment des DPGF type. Par contre, les guides bureaux d'études interviendront un peu plus tard dans l'année. Donc, un petit message, hein, restez évidemment connectés sur nos comptes LinkedIn, Twitter, etc. pour disposer de l'information, de la mise à disposition de ces outils qui seront téléchargeables depuis notre site Internet. Et puis aussi, rapprochez-vous des groupes régionaux qui, fin 2021, organiseront un certain nombre de manifestations autour de ces outils, qui plus est, toujours dans un cadre toujours très convivial qui caractérise la vie d'association. Voilà, je crois que c'est le moment des questions. Oui, est-ce qu'on a le temps peut-être quelques questions de la part de Alain. Ouais. Ok. Alors, une question, enfin plusieurs questions qui tournent autour du renouvellement d'air et de la qualité d'air intérieur. Donc, il y en a 4, je vais essayer de les lire à la suite. J'ai un peu peur que la qualité de l'air intérieur, au vu des contraintes énergétiques imposées par la RE 2020, donc j'ai un peu peur pour la qualité d'air intérieur. Suite au Covid, la RE 2020 n'est-elle pas déjà en retard ou en contradiction avec la qualité d'air intérieur augmentée dans les bâtiments tertiaires? En Suisse, nous avons décidé de passer à 6 fois le volume pour le renouvellement.
d'air. Est-ce que la ventilation sera contrôlée au niveau de ses débits ou juste estimée? Et que va contenir le contrôle de la ventilation? Actuellement, les mesures de pression aux bouches sont du grand n'importe quoi. Voilà. Qui veut répondre? Nathalie, ou tu veux? Oui, alors, en fait, concernant la qualité d'air intérieur, en tout cas, il y a un renforcement qui est souhaité du contrôle de la ventilation en fin de chantier. Donc, bon, c'est pas forcément parfait. On aurait pu aller beaucoup plus loin, mais bon, voilà, il faut trouver aussi le bon équilibre. Mais bon, enfin, je pense que ça sera plutôt une continuité de ce qu'on fait déjà, aujourd'hui. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Les installations de ventile aujourd'hui sont plutôt malmenées. Concernant le sujet des débits et de la crise Covid, il se trouve que c'est des choses qu'on a évoquées avec la DHUP il y a quelques mois sur justement l'augmentation des débits, l'augmentation aussi des bureaux d'études qui mutent. On n'est plus en bureau à 10% de salles de réunion aujourd'hui. On nous demande parfois d'aller beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion côté DHUP pour le prochain projet de texte. Alors après, une autre question, les solutions combustibles fossiles ne permettent pas d'atteindre la conformité par rapport aux émissions de CO2. Comment seront traités les combustibles verts? Par exemple, l'utilisation de l'hydrogène dont le développement est un axe fort pour 2035. Je laisse Adem répondre. Nicolas, peut-être? Quand je parlais de label, là, l'hydrogène, on est, je pense, bien au-delà du label. Il y a quelques expérimentations de piles à combustible stationnaires en maison individuelle, mais à base de gaz naturel. En fait, on est encore là. On n'est pas à acheminer de l'hydrogène dans les bâtiments. On est vraiment sur du pur exploratoire et clairement, l'hydrogène, vous ne pourrez pas de manière classique intégrer ce combustible-là dans votre calcul d'ACV et votre calcul d'énergie, clairement pas. On va spécifiquement rentrer dans la procédure dit au titre 5 où on va essayer d'intégrer les innovations. Mais je pense que l'hydrogène est vraiment certainement la plus avancée des innovations qu'on pourra imaginer et je ne suis pas sûr d'être encore en activité quand la première maison sera complètement alimentée en hydrogène. Je ne sais pas, après, dans tous les cas, on est vraiment sur beaucoup d'anticipation. Mais de manière générale, les innovations qui ne sont pas actuellement prises en compte dans la RE 2020, sur des équipements, par exemple, de chauffage ou d'eau chaude, on reste sur les mêmes dispositifs d'intégration de l'innovation qu'il y avait dans la RT 2012, à savoir le titre 5. Donc, on est vraiment sur ces mêmes, je ne sais pas si ça va garder le même nom, mais en tous les cas, sur la même procédure. Et après, une question concernant les matériaux. La FDES est propre à la France. Quid des matériaux européens marqués CE que nous utilisons en France? Ils seront pénalisés par les FDES par défaut ou auront-ils un traitement différent? Alors, je vais prendre la réponse. Olivier. Aujourd'hui, effectivement, on est sur une démarche qui est propre à la France. Maintenant, les FDES sont basés sur des normes européennes. Et donc, il n'y a pas lieu de créer par l'intermédiaire des FDES une quelconque distorsion, pas plus que dans le cadre d'un marquage CE ou d'autres caractéristiques techniques. Donc, il n'y a pas de problématique particulière. Les FDES sont à produire conformément à la norme européenne. Et donc, il n'y a pas de difficulté spécifique pour l'entrée sur le marché de produits qui seraient fabriqués à l'extérieur du pays dans le cadre de la libre circulation des produits dans l'espace européen. On a le temps de prendre une dernière question? Non? Non? Non. C'est pour ça d'y répondre par écrit ultérieurement. Ouais. Merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. Et je passe maintenant la main à Michel Duclos pour la conclusion de cette table. Merci Faustine. Oui, on est désolé pour ces questions, mais vous aurez avec tous les supports les réponses que vous attendez.
Tout d'abord, je souhaitais remercier tous les participants. Vous étiez plus de 250 branchés pour suivre ces présentations. Je souhaitais aussi remercier Saint-Gobain pour un accueil réellement remarquable dans cette nouvelle tour à la Défense et pour une organisation assez incroyable. L'ensemble de tous les conférenciers, c'était vraiment remarquable. Nos partenaires médias, bien sûr, Faustine, CFP et Cyril pour Terme Presse, et puis bien sûr CVC, la revue de la ICVF. J'ai juste un arrière-goût, je n'ai pas tout compris, mais avec ce qu'on vient de vivre avec la Covid et qu'on donne des réponses qui ne sont pas forcément cadrées sur la qualité d'air intérieur, je ne dis pas qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier, mais il y a quelque chose à avancer. Qui prendra les responsabilités. Je pense qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table et peut-être que nos amis architectes ont besoin d'évoluer sur qualité d'air intérieur et thermique globalement. Comme vous l'a dit Mohamed, dès septembre et en présentiel, et dans les régions, la ICVF va organiser des réunions d'information, bien sûr, sur des PE RE 2020. Alors, vous êtes membre de la ICVF en région, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter vos présidents en disant le président national a dit, donc vous devez faire, et puis ça doit se terminer en présentiel autour d'un cocktail, ce sera absolument très très sympa. Je parle d'information, je ne parle pas encore de formation au niveau de la ICVF, mais bon, on verra pour 2022. Voilà, je vous remercie tous de cette participation, tous de votre implication. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin des webinaires, on a tous besoin de se revoir. Et puis, à la rentrée, tous en présentiel. Merci à tous.